Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Le syndrome pyramidal. Les voies pyramidales sont le support de la motricité volontaire. Pour exécuter un mouvement volontaire, nous n'avons besoin que de deux neurones. Un neurone central, qui contrôle les activités périphériques, et le neurone périphérique, qui est le support de la motricité. Le faisceau pyramidal, c'est l'ensemble des fibres qui constituent la pyramide bulbaire. Physiologiquement, ce sont les fibres descendantes qui unissent de façon monosynaptique le cortex moteur au dispositif réflexe segmentaire. Remarque, le long de leur trajet, les fibres de la voie pyramidale sont étroitement associées à des fibres des voies motrices polysynaptiques qui sont issues du cortex cérébral, en particulier des régions prémotrices, et empruntent les dispositifs de la substance réticulée, du tronc cérébral, et leurs voies descendantes. Le rôle physiologique de ces voies est différent selon les niveaux, ce qui explique les variations sémiologiques du syndrome pyramidal selon le siège de la lésion. Anatomie de la voie pyramidale. Les aires cérébrales sont en avant de la circonvolution frontale ascendante. L'aire motrice primaire est l'aire motrice principale, en avant du sillon de Rolando, R4 de Brodmann. Les aires prémotrices, R6 de Brodmann, ne sont pas des aires purement motrices. Aires prémotrices sont les aires de planification motrice des mouvements. Aires prémotrices préparent les neurones du faisceau pyramidal à assurer les combinaisons motrices pour un mouvement rapide et efficace. Le faisceau pyramidal descend de la frontale ascendante en forme d'éventail sur toute la surface dorsale de l'hémisphère et au niveau interhémisphérique sur la face médiale. L'ensemble des fibres convergent dans le centre ovale et se projettent dans la capsule interne, fibres très concentrées. Faisceau pyramidal occupe le bras postérieur de la capsule interne, certaines fibres occupent le genou de la capsule interne, ou faisceau géniculé, se projettent sur les noyaux moteurs des nerfs crâniennes, concernant la face. Dans le tronc cérébral, le faisceau pyramidal va tout droit. Le faisceau géniculé décusse sur les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Le faisceau pyramidal destiné aux membres décusse à 90%, faisceau croisé, à la partie basse du bulbe, pyramide bulbaire, et se termine dans la moelle épinière, cordon postéro-latéral opposé. 10% des fibres ne décussent pas, faisceau direct, et se terminent dans la moelle épinière, cordon antéro-interne du même côté. Ces deux neurones, c'est-à-dire croisés et directs, vont se projeter à chaque étage, sur le deuxième neurone moteur de la voie spinale motrice commune, corne antérieure de la moelle épinière, soit par l'intermédiaire d'interneurones de la substance grise de la moelle épinière, soit directement sur les neurones alpha. Ceux-ci vont commander directement aux muscles. Représentation somatotopique du cortex moteur primaire. Il existe une organisation somatotopique du cortex moteur. Chaque partie du corps est représentée dans le cortex par une zone bien précise, et l'arrangement de ces zones est bien ordonné. Le syndrome pyramidal, il désigne l'ensemble des troubles moteurs et réflexes qui résultent d'une lésion de la voie motrice principale. Lorsque l'atteinte de la voie pyramidale est unilatérale, on a une hémiplégie. Lorsque l'atteinte de la voie pyramidale est bilatérale, on a une paraplégie ou une quadriplégie. Le syndrome pyramidal associe des signes négatifs, traduisant l'atteinte du faisceau cortico-spinal, et des signes positifs, ou de libération des activités motrices réflexes. Survenue synchrone, atteinte lente et progressive, ou décalée dans le temps, atteinte aiguë, avec d'abord paralysie flasque, ensuite paralysie spastique. Les signes cliniques sont contralatéraux à la lésion, ci-au-dessus du bulbe. Les signes cliniques sont ipsilatéraux, si l'atteinte est médulaire, en dessous du bulbe. Ces signes sont déficit moteur, modification du tonus, modification des réflexes tendineux, modification des réflexes cutanés, syncinésie, déficit moteur ou déficit de la commande motrice volontaire en cas de lésion aiguë et étendue. Déficit massif concerne toute la musculature, de topographie variable, selon localisation de la lésion.
Hémicorps, face, membre supérieur, membre inférieur, réalisant une hémiplégie. Des deux membres inférieurs, paraplégie, ou les quatre membres, quadriplégie. Plus rarement un seul membre, monoplégie. En cas de lésion partielle ou progressive, le déficit prédomine sur certains groupes musculaires. Aux membres supérieurs, prédomine sur les muscles extenseurs, et plus en distal qu'en proximal. Entraîne une perte des mouvements fins et rapides des doigts. 3 épreuves cliniques. Épreuve des doigts tendus. Signe de Garcin. Mouvements alternatifs rapides. Premièrement, épreuve des doigts tendus, yeux fermés, bras tendus à horizontal, on constate une chute progressive du membre supérieur, parfois aussi le bras, parfois uniquement le poignet, ou les doigts. Deuxièmement, le signe de Garcin, yeux fermés, bras fléchis, et doigts fortement écartés, la main se creuse progressivement, signe un déficit des extenseurs. Lenteur des mouvements alternatifs rapides, opposition du pouce, index, majeur. Aux membres inférieurs, atteinte prédomine sur les muscles fléchisseurs, ischio-jambiers, releveurs du pied. On peut l'explorer par 2 épreuves cliniques. Signe de Mangasini, patient en décubitus dorsal, cuisse fléchie, jambes maintenues à horizontale, une chute progressive d'un membre inférieur signe le déficit. Signe de Barré, patient en décubitus ventral, jambes fléchies à 90 degrés, chute progressive de la jambe signe le déficit. À la face, atteinte centrale, surtout sur le facial inférieur, territoire facial supérieur est respecté, car reçoit des fibres de chaque hémisphère cérébral. Mise en évidence d'une asymétrie faciale, lors de grimaces volontaires, et à la parole. Peut être associé à une paralysie de l'hémilangue, et de l'hémivoile du palais. Trouble du tonus musculaire, dans les lésions aiguës et tendues. Hypotonie, paralysie flasque, d'emblée. Dans les lésions partielles et progressives. Hypertonie pyramidale, ou spasticité, caractéristique du syndrome pyramidal. Peut survenir quelques jours, ou semaines, après la paralysie flasque. Topographie, aux membres supérieurs, prédomine sur les fléchisseurs. Position en flexion de coude, et pronation de la avant-bras, flexion du poignet, et des doigts. Aux membres inférieurs, prédomine sur les extenseurs. Position membre inférieur en extension, pied varus équin, marche en fauchant. Caractéristique de la spasticité, tonus augmente avec la position redressée, avec l'action, s'accentue selon l'angle, et la vitesse d'étirement, spasticité élastique, en lame de couteau. Si intense, peut être douloureuse. Les anomalies des réflexes ostéotendineux, lésions aiguës et étendues. Disparition des réflexies ostéotendineuses, en cas de paralysie flasque. Lésion progressive, ou partielle, ou après lésion aiguë. Hyperréflexie ostéotendineuse apparaît en cas de paralysie spastique. Les réflexes sont vifs, polycinétiques, et diffusés. Attention, certains sujets ont les réflexes vifs, physiologiquement. Polycinétique, la contraction musculaire n'est pas unique, il y a une série de contractions, tremblements épileptoïdes du pied ou clonus de la rotule. Diffusé, on obtient le réflexe en dehors de la zone physiologique. Par exemple, la percussion de la styloïde radiale entraîne une contraction du biceps. En fait, liée à une hyperactivité du système gamma. Principaux réflexes ostéotendineux, ce tableau résume les réflexes du membre supérieur et inférieur, avec les réponses et leurs métamères correspondants. Modification des réflexes cutanés, suppression de la voie pyramidale, entraîne une disparition de certaines réponses élaborées aux stimulations cutanées, réflexes cutanés abdominaux, réflexes crémastériens, réflexes cutanés plantaires en flexion, libération de formes plus primitives de la réflexivité cutanée, réflexe cutané plantaire en extension, réflexe de défense. Le réflexe cutané plantaire, L5S1, signe de Babinski, est le seul signe réellement spécifique d'atteinte pyramidale. Extension lente et majestueuse du gros orteil, au lieu de la flexion des orteils. Parfois abduction des autres orteils. Se recherche en déplaçant une pointe mousse, le long du bord externe du pied, en remontant vers la base du gros orteil. Les réflexes de défense, ou triple retrait, est le signe de Babinski extrême.
Toute stimulation cutanée, douloureuse, ou non, au niveau des membres inférieurs, va entraîner une réaction réflexe, en triple retrait. Extension du gros orteil, flexion du pied, flexion du genou et de la hanche. Syncinésie, après la lésion de la voie pyramidale, une certaine motilité persiste, telle que les syncinésies, liées à une libération des activités réflexes segmentaires, et à la mise en jeu des voies motrices non pyramidales. Il en existe de plusieurs sortes. Syncinésie globale. Syncinésie de coordination. Syncinésie globale correspond à une exagération de l'hypertonie de tout un membre, ou de tout l'hémicorps, à l'occasion d'un mouvement volontaire. Syncinésie de coordination. Mouvement se produisant dans un territoire paralysé, à l'occasion de mouvements volontaires, exécutés dans un autre territoire. Lié aux voies descendantes non pyramidales ayant accès direct au motoneurone alpha. Les atteintes selon la topographie, lésion du faisceau pyramidal, au-dessus de la décussation bulbaire, signes contralatéraux à la lésion, monoplégie, c'est une atteinte d'un membre. Hémiplégie, est une atteinte du membre supérieur et membre inférieur du même côté. Syndrome alterne, est une atteinte directe d'une paire crânienne, associée à une hémiplégie du côté contralatéral. Les atteintes pyramidales sont rarement isolées. Signes associés en dessous de la lésion, sont des troubles sensitifs et ou sensoriels. Lésion du faisceau pyramidal en dessous de la décussation, les signes sont ipsilatéraux à la lésion. La moelle épinière est toute petite, d'où atteinte globale des deux faisceaux pyramidaux. Quadriplégie, ou quadriparésie, atteinte au niveau d'un segment cervical. Paraplégie ou paraparésie, atteinte au niveau d'un segment dorsal ou lombaire. Hémiplégie spinale ipsilatérale, par atteinte médulaire d'un seul faisceau pyramidal, elle est rare. Lésion corticale, ou sous-corticale du faisceau pyramidal, au niveau de l'origine. Réalise une hémiplégie de type non proportionnel, parcellaire, de type brachiofacial, et paragne pyramidal du membre inférieur, par exemple. Lésion capsulaire. Se manifeste par une hémiplégie proportionnelle, toutes les fibres sont atteintes. Lésion au niveau du tronc cérébral. Entraîne un syndrome alterne, atteinte d'un nerf crânien homolatéral, et hémiplégie contralatérale. Atteinte médulaire, tétraplégie, Lockedin syndrome. Syndrome de Brown-Séquard, est un syndrome particulier avec combinaison d'atteinte pyramidale et d'atteinte sensitive. Syndrome pseudo-bulbaire, atteinte bilatérale des faisceaux géniculés, faisceau pyramidal destiné au noyau des nerfs crâniens. Entraîne une atteinte centrale de la face, de la langue, du pharynx, et du larynx. Entraîne des troubles de la déglutition, de la phonation, une diplégie faciale et des troubles neuropsychologiques, rire et pleurer spasmodiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.